Tout de suite, il va mieux se présenter que moi je ne pourrais le faire. Juste vous donner l'information de la semaine prochaine. Si vous n'avez pas lu l'information qui est parue cette semaine, la conférence de la semaine prochaine traitera du droit des enfants en Palestine. Ce sera une conférence de M. Ayed Abou Ektesh, qui est le responsable national en Palestine de l'ONG Défense des enfants internationale. Voilà, c'est un monsieur qui parle arabe et anglais, donc on aura la chance d'avoir un traducteur. Voilà, ça c'est le programme de la semaine prochaine. Et les semaines suivantes, je ne vous donne pas exactement, mais en gros, il y aura une conférence sur la question de l'eau. L'eau est peut-être la matière première qui a peut-être créé la situation en Israël, si on y regarde de près. Il y aura une conférence aussi sur la coopération internationale. J'avais déjà annoncé ça, mais j'ai du mal à confirmer mes intervenants, en particulier quelqu'un du consulat de France à Jérusalem qui est spécialisé dans les échanges internationaux entre les villes françaises et les villes palestiniennes. Je veux parler de Madame Julie Dussault qui a géré pendant des années 70 coopérations entre 70 villes palestiniennes et 70 villes françaises. Et donc comme objectif, on ne le cache plus maintenant, c'est de faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre Laval et une ville de Palestine. Voilà, ça c'est les deux prochains. Il y en aura sans doute une autre conférence sur l'éducation en Palestine. On dit qu'en Palestine, en particulier à Gaza, c'est la région du monde où le taux d'alphabétisation est le plus fort au monde. Et je suis à la recherche d'un intervenant qui est bloqué à Gaza sous les bombes comme beaucoup d'autres. Il s'appelle Sayed Mekdoud, qui est un professeur d'université, professeur de français à l'université de Gaza. Voilà, vous connaissez un peu le programme des mercredis de la paix. Et je cède la parole à Tony. Ce micro marche, tu peux l'essayer. Okay. Eh ben, merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi de venir à Laval et de discuter de ces enjeux importants. Pour me présenter, moi c'est Tony. Du coup, je suis de l'Observatoire des armements, qui est un centre de recherche et d'expertise basé à Lyon, qui a été fondé il y a 40 ans maintenant, en 1984. Pour vous donner une petite histoire, c'était fondé notamment par des objecteurs de conscience qui refusaient de faire leur service militaire et se sont dit ça suffit pas de participer à des manifestations pour demander effectivement la fin du service, l'abolition du service ou pour lutter contre le nucléaire militaire. Il faut aussi, parce que le mouvement à l'époque antimilitariste était un petit peu décroissant, qu'on s'organise, qu'on mette en commun nos documentations afin de faire durer ce combat dans le temps et d'offrir un outil pour les mouvements de paix, les ONG, les associations défendant les droits humains ou la paix, de pouvoir s'emparer de ce sujet. Donc ils ont conçu ce centre qui est ouvert à tous, et est doté d'une bibliothèque de plusieurs milliers d'ouvrages accessibles à tout à chacun pour faire des recherches, des études, et qui mène des études sur deux thématiques principales. L'un, c'est effectivement l'élimination des armes nucléaires, avec peut-être cette campagne dont vous avez entendu parler, qui est la campagne ICAN, qui vise effectivement, qui a visé tout d'abord à établir un traité d'interdiction des armes nucléaires, qui est en vigueur depuis 2021. Et aujourd'hui, on cherche à ce que la France rallie évidemment ce traité. En tout cas, on fait pression pour cela. Et on a beaucoup travaillé au niveau de l'Observatoire. C'est un combat depuis les années 90. Pour la reconnaissance des dommages causés par rapport aux victimes des essais nucléaires français en Algérie et Polynésie, menant à documenter les conséquences de ces radiations, les conséquences sanitaires, environnementales, en particulier en Polynésie, qui a mené effectivement à la création d'associations de victimes, à la fois en Polynésie mais aussi auprès des vétérans français. Combat qui a mené à la loi Morin de 2009 qui qui organise l'indemnisation des victimes des essais, qui est loin d'être parfaite. Donc ça, c'est un de nos axes. Et le second axe, c'est effectivement le contrôle des transferts d'armement. C'est plutôt ce dont je m'occupe plus particulièrement à l'Observatoire des armements.
c'est en quelque sorte se battre pour plus de transparence, de contrôle démocratique sur notre production et notre exportation d'armement, qu'on ait plus d'informations là-dessus. Donc on a documenté les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite, à Israël, à l'Égypte, et l'utilisation d'armes françaises justement contre les populations yéménites, égyptiennes, etc. Sur ce sujet-là, moi, parce que là, effectivement, l'intitulé effectivement, de la conférence est plus sur les relations France-Israël. C'est plus un des fondateurs de l'Observatoire, Patrice, qui a travaillé sur le sujet. D'ailleurs, la petite brochure, on a une petite brochure là-dessus, parce que, en fait, je pourrais vous détailler ça, mais on travaille, ça fait depuis longtemps, notamment depuis l'opération 2008, qu'on a été sollicité justement par les groupes de soutien à la Palestine pour justement travailler sur ce volet militaire, cette coopération entre la France et Israël. Et donc, en fait, ça fait un moment qu'on est là-dessus. Et ça fait, en fait, cette brochure est sortie en 2017, elle a mis quand même plusieurs années pour être conçue, et effectivement, il faut attendre aujourd'hui pour que, effectivement, cette brochure, en fait, soit utilisée aujourd'hui concrètement par des groupes de soutien à la Palestine pour peut-être, ça commence, hein, il y a des actions qui s'organisent avec des collectifs, notamment comme Stop Arming Israël, des manifestations contre les entreprises d'armement françaises qui coopèrent avec Israël. Mais tout ça pour vous dire que sur ces enjeux-là, on s'inscrit dans le temps long. On s'inscrit dans le temps long pour documenter effectivement ce commerce-là, parce que, comme vous le savez, c'est très difficile d'avoir des informations officielles sur ce que la France vend, à quel pays. Il y a un rapport officiel qui paraît chaque année, qui est le rapport sur les exportations d'armes, qui a été entré en vigueur en 1998, suite justement à une mobilisation de la société civile. C'est pas venu comme ça, en fait, ce rapport-là. Il est venu parce que, à la base, après la première guerre du Golfe, on a vu des armes françaises études se retourner contre les soldats français, des armes françaises qu'on avait vendues pendant des années et des années au régime de Saddam Hussein. Il y a des collectifs d'associations qui se sont saisis de ce sujet. À l'époque, c'était Agir Ici, l'ancêtre d'Oxfam, il y avait l'Observatoire des armements, il y avait Amnesty International. Et donc, pour demander un contrôle par le Parlement et une meilleure transparence, et ça a mis des années, 10 ans pour obtenir ce rapport, qui est en fait assez incomplet, puisqu'on n'a que des données financières. C'est-à-dire qu'on sait à peu près quel volume financier représente, par exemple, on y reviendra, les exportations de la France, d'armes de la France à Israël. Mais en fait, ces données financières ne renseignent pas du tout sur le type d'armes qui sont effectivement livrées, par exemple, à l'État hébreu aujourd'hui, et ce qui peut être utilisé contre les civils palestiniens. On a juste des catégories vastes de matériel. Voilà, donc ça pose cet enjeu-là, que c'est difficile à documenter et qu'il faut du temps, et qu'il faut du temps aussi pour obtenir des progrès politiques ou des petites avancées politiques sur ce sujet. Et quand bien même l'état du monde aujourd'hui, c'est pas vraiment celui du désarmement, c'est plutôt de l'extension des conflits un petit peu partout dans le monde et de l'explosion de nos exportations d'armement. Parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la France est le deuxième exportateur d'armes au monde derrière les États-Unis et est passé devant la Russie. On est à 26 milliards d'euros d'armement exportés, effectivement, au niveau mondial au pays. Donc on explose les montants stratosphériques des années 70. Et à peu près 50% de nos exportations d'armement vont vers les pays du Moyen-Orient, qui, comme vous le savez, sont tous quasiment durablement en crise, en guerre, ou répriment leur propre population.
Donc notre politique de production d'armement, destinée en premier lieu à notre armée, repose en fait sur un modèle qui consiste à exporter l'insécurité chez les autres, quoi. C'est-à-dire, en gros, pour nous protéger, il faudrait en fait exporter l'insécurité dans ces pays-là, ce qui est quand même complètement paradoxal. Donc on en est là, 26 milliards, et c'est vrai que les ventes d'armes, comme vous le savez, ont bondi depuis 2015 pour la période récente, parce que les ventes d'armes fonctionnent par cycle, hein, on en vend beaucoup à un moment donné, après beaucoup moins. Donc si on en vend beaucoup moins à un moment donné, c'est pas parce que la France ne fait pas d'efforts pour en vendre, c'est juste que quand on a vendu beaucoup de Rafales, par exemple au Qatar, à l'Égypte, après il n'y a plus de clients pour en acheter, c'est logique. Et il faut du temps pour en produire une nouvelle gamme d'avions de chasse. Donc ça fonctionne effectivement par cycle. Et c'est ça qui est quand même assez dingue. Donc on est sur effectivement 15 milliards d'euros d'armement livrés depuis par an depuis 2015. Il y a eu plusieurs années où on a dépassé les 10 milliards. On est plus autour de entre 8 et 10 milliards ces dernières années, mais on atteint en fait les niveaux atteints dans les années 70, début des années 80. On avait vendu énormément de navires à l'Arabie Saoudite ou d'avions, de Mirage, effectivement à l'Égypte. Alors qu'au début des années 2000, à la fin des années 90, on était plutôt le 4e ou 5e exportateur d'armes au monde. Voilà, vous voyez. Donc c'est vraiment un modèle qui fonctionne par cycle, mais qui nous place quand même dans les pays qui effectivement exportent énormément d'armement. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ce commerce-là, c'est qu'on est dans le temps long parce que et pour agir dessus, il faut soi-même se placer dans le temps long. Si vous souhaitez, de façon associative, militante, agir sur ce sujet, il faut vous placer dans le temps long, parce que c'est très difficile d'obtenir des avancées sur ce sujet. Vous savez que c'est un domaine qui, effectivement, repose entre les mains du président de la République. Les exportations d'armes, les ventes d'armes de la France, en fait, relève des prérogatives de l'exécutif qui décide de vendre des armes. C'est une commission interministérielle qui s'appelle la SIEMJ, qui en fait qui regroupe différents ministères, le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances, et qui va en fait délibérer et décider de vendre telle arme à tel pays. Alors en fait, l'État est juge et partie, il est à la fois en charge de la production d'armes, de leur vente, mais il est aussi en charge de leur contrôle en fait. Donc on voit bien comment ça aboutit effectivement à une impasse. Et effectivement, dans ce cadre-là, le Parlement, il n'est pas du tout dans la boucle. Les députés, ils ne sont pas du tout membres de la SIEMJ. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif qui permet de contrôler ce que font le gouvernement. Mais c'est en train d'évoluer. Pourquoi ? Parce que là encore, c'est une revendication des associations qui se sont mobilisées là-dessus. Alors récemment, ça a été effectivement la mobilisation autour de l'armement français qu'on a découvert effectivement au Yémen. Je vais vous faire passer une petite vidéo là-dessus. Et cette campagne-là a abouti en fait à la création d'une commission parlementaire pour contrôler la politique d'exportation d'armes de l'État. Voilà, pour la première fois. Mais c'est quand même une commission qui est apparue 5-10 ans après, 10-15 ans après ce qui a été mis en place au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, pour contrôler les ventes d'armes. Donc on a énormément de retard en France en termes de démocratie et de transparence sur le sujet. De même, dans d'autres pays
de l'Union européenne. On a beaucoup plus d'informations sur ce que la politique allemande en matière d'exportation d'armes ou la politique britannique. C'est beaucoup plus transparent. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, il y a des mouvements militants qui n'hésitent pas à investir les assemblées générales d'actionnaires d'Eclair & Koch, un grand fabricant d'armes allemand, parce que les églises se positionnent. Voilà, parce qu'en Italie aussi, les syndicats sont mobilisés sur ce sujet. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une sorte de consentement tacite à cette idée qu'il faut préserver la place de la France dans le monde. Et ce consensus est partagé, quel que soit le pouvoir politique, et on ne veut certainement pas aller fouiller sur les conséquences de nos propres exportations d'armes, sur contre quoi nos armements sont utilisés, etc. Vous avez vu aussi dernièrement dans la presse comment une journaliste qui travaillait sur la coopération militaire entre la France et l'Égypte a été perquisitionnée par la DGSE parce qu'elle avait divulgué des données classées secret défense. Bref, on cherche à éteindre tout débat pour justement préserver les marges de manœuvre de l'État dans le domaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même effectivement une constante là-dessus. Et parce que, en fait, les textes internationaux existent sur le sujet. Ils sont le produit, là encore, d'une mobilisation de la société civile au niveau international, mais au niveau français aussi. On s'est beaucoup battu pour qu'il y ait des textes, justement, qui, en quelque sorte, cherchent à limiter ce commerce-là. Mais en fait, ce n'est pas des textes d'interdiction des armes. C'est ça le problème. C'est des textes de régulation du commerce des armes. C'est-à-dire qui visent en quelque sorte à en limiter certains excès, mais qui ne sont pas du tout efficaces. Pourquoi ? Parce que la règle internationale, elle est quand même fabriquée par les États, in fine, à l'ONU, etc. Et ils vont s'arranger pour éviter qu'ils se mettent en place, par exemple, des autorités externes de sanctions qui permettraient d'évaluer de façon indépendante l'action des États et puis sanctionner les États par le financier, etc. Et là, on touche les problèmes effectivement du modèle de l'ONU actuel. Donc on a deux textes sur lesquels on peut se baser en tant que citoyen militant pour justement interroger notre État. On a la position commune de l'Union européenne de 2008 qui subordonne les transferts d'armement au respect d'un certain nombre de critères tels que la préservation de la paix, la stabilité régionale, le respect des droits humains ou le traité sur le commerce des armes. Voilà, qui pareil, est censé interdire le commerce, la vente d'armes à des pays effectivement en guerre ou violant les droits humains. Le problème, là encore, c'est que l'État il est jugé parti. Voilà, dans ces traités-là. Il peut, en quelque sorte, c'est lui-même qui est en charge de déterminer s'il respecte lui-même les règles de droit international. Donc on voit bien que c'est le serpent qui se mord la queue, et pour pouvoir dépasser cette schizophrénie, il faut en fait qu'il y ait un tiers qui puisse contrôler l'action du gouvernement, qui puisse en fait avoir une voix indépendante sur ce sujet-là. Et ce tiers, ça peut être le Parlement. Et c'est pour ça que c'est important que le Parlement se mobilise et qu'il y ait des députés qui interrogent le gouvernement, qui rédigent des lois, etc. Et pour évidemment pousser les députés à le faire, il faut aussi une mobilisation citoyenne. Il faut aussi que les citoyens s'emparent davantage de ce sujet, comme en Allemagne, au Royaume-Uni, qu'il y ait davantage d'actions de terrain pour interroger la place de l'industrie d'armement au niveau local. On parlait tout à l'heure de Thales 6 GTS, qui sont sur la communication et le matériel naval. Voilà, ça c'est des filiales, en tout cas des départements de grandes sociétés françaises d'armement, qu'on peut interroger aussi au niveau local, savoir ce qu'elles font, aller voir le syndicaliste, aller interroger son élu pour savoir si effectivement ces entreprises bénéficient pas d'aide publique locale, de se renseigner sur ça, et même en lien avec nous,
peut mener des recherches complémentaires pour justement interroger la place de cette industrie d'armement. Qu'est-ce qu'elle produit? À quoi ça sert? Quel est le contrôle démocratique là-dessus? Voilà, donc n'hésitez pas au niveau local à interroger vos élus, à discuter avec les syndicats, les employés de ces entreprises, à mener votre propre enquête. Parce que nous, en tant qu'observatoire, on a travaillé sur un certain nombre de sujets, mais on n'est pas en capacité, évidemment, d'aborder tous les sujets ou de travailler un peu partout. Il faut, pour pouvoir qu'on avance sur ce sujet, que davantage de citoyens effectivement travaillent sur ce sujet. Alors bon, comme exemple, là, on va faire une petite pause, entre guillemets, je vais vous diffuser une petite vidéo sur la problématique, et après on parlera des relations France-Israël, mais du constat autour des ventes d'armes françaises, de leur utilisation au Yémen et de la réponse politique à apporter. Ça fait une petite une façon de voir les choses différentes en vidéo. Alors, Eurosatory, c'est un salon d'armement qui se déroule tous les 2 ans à Villepinte, qui regroupe les plus grandes sociétés d'armement du monde qui viennent présenter leurs derniers joujoux technologiques. Alors évidemment, pour les ONG, c'est l'occasion aussi de s'intéresser à ce qui s'y passe. Ce qu'on s'aperçoit chaque année, c'est qu'à chaque fois, il y a des industriels qui viennent de pays sous embargo. Et là, on touche le cœur de notre sujet. Pourquoi ces sociétés sont là? Pourquoi la France vend des armes à ces pays? Et puis, quelle est la posture de nos responsables politiques par rapport à ce sujet? Comment ils s'impliquent? Quelles informations ils ont? Et progresser démocratiquement sur cette question. Dans notre dernière vidéo, on a vu la question « Que faire ?» Comment on peut se mobiliser sur cette question du Yémen? Aujourd'hui, on va essayer d'explorer ça dans cette petite vidéo. C'est que le débat il est très très difficile en France, que la presse a du mal à s'emparer de cette question-là. Pourquoi? Parce que dans notre petite tête à nous, on se dit que ces questions de défense, c'est du ressort du président de la République, du gouvernement, qu'on n'a pas forcément à s'y intéresser comme citoyen, d'ailleurs qu'on n'y comprend pas grand-chose, qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais ça c'est notre perception à nous, ça correspond en partie à une réalité, parce que qui décide de vendre des armes? C'est les services du Premier ministre, c'est le président de la République, c'est une commission interministérielle qui s'appelle la SIEMG, qui décide en fait des transferts d'armement. C'est très difficile pour nous citoyens d'avoir des informations, mais est-ce que c'est la même chose pour les députés? On va poser justement la question à Sébastien Nadeau, qui est à la tête d'une commission d'enquête parlementaire sur les ventes d'armes françaises au Yémen, qui a rallié 35 députés en marche. Du coup, Sébastien, est-ce que tu penses que les députés ont un droit de regard sur la question des ventes d'armes? Moi, ce que je remets absolument pas en cause, c'est que c'est bien le gouvernement qui est à la manœuvre, qui est ce qu'on appelle l'exécutif, donc qui prend les décisions de vendre, de ne pas vendre, d'octroyer des licences, de ne pas en octroyer. À aucun moment sur cette partie-là, en tant que député, j'ai à intervenir. Mais en revanche, l'organisation de notre Constitution le précise clairement, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et donc, ce qui donne un résultat très simple, c'est que très bien qu'on vende des armes, mais si on vend des armes, alors on donne les informations au Parlement et qui juge si le gouvernement fait bien son travail. Donc, on ne contrôle pas la vente d'armes, donc on ne respecte pas la Constitution telle qu'elle est normalement en application. C'est une question de pratique, hein. C'est-à-dire qu'on n'applique pas à la lettre sur ce sujet-là les textes qui sont censés faire fonctionner nos institutions. Oui, mais tu sais, Sébastien, le gouvernement, il va te répondre qu'il y a un rapport au Parlement qui sort chaque année, qui donne un certain nombre d'informations sur les ventes d'armes. Donc, a priori, tu as tous les éléments pour juger la politique gouvernementale. Oui, il est utilisable, mais en tant que document d'information émanant d'un ministère. Parce que moi j'ai eu la discussion, évidemment, on m'a dit mais comment ça, il n'y a pas d'évaluation? Et le rapport au Parlement? Ah, je dis non, mais attendez, moi je ne vous parle pas d'évaluation, je vous parle de contrôle. Et deuxièmement, je vous parle d'un contrôle de parlementaires et non pas une information aux parlementaires. C'est totalement différent. Je veux dire, on n'est pas du tout dans le même système. Donc, rapport intéressant. Donc moi je le suivrai de près, bien évidemment, mais
complètement insuffisant et sa nature n'est pas du tout du même ordre de ce que moi j'appelle un contrôle parlementaire qui, pour moi, est par essence le contrôle démocratique. Du coup, Sébastien, est-ce que tu as des exemples qui pourraient poser problème dans le rapport ? Est-ce que quand on vend un satellite qui donne de l'information, est-ce que c'est compris là ou est-ce que c'est pas compris ? Ben moi, ce rapport, il ne le dit pas. Et moi, je suis député, je veux le savoir. Parce que si on vend des satellites qui servent à observer, je sais pas, moi, les déplacements des Houthis, etc., ben, ça veut dire qu'on est quand même sacrément partie prenante dans le conflit, voire à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas dans un camp, est-ce qu'on ne fait pas partie des belligérants, et puis ça change quand même les choses. Alors les ventes d'armes, ça touche, comme tu le dis, à la responsabilité des députés, à celle aussi des citoyens, des ONG qui travaillent sur cette question depuis déjà pas mal de mois, la question du Yémen. Et justement, on se pose tous la question, comment on peut faire pour intéresser les parlementaires à ce sujet ? Et je voulais savoir, Sébastien, comment t'en es venu à cette question ? Moi c'est très simple. Je suis sollicité une fois, puis 2 fois, puis 3 fois sur la question du Yémen, par, des ONG, etc. Donc moi, je fais mon travail habituel. Je me dis, bon, moi, le Yémen, je sais à peu près pas ce qui s'y passe du tout, donc j'ai regardé. Et donc, bon, moi, je lis en espagnol et je lis en anglais. Je lis pas en arabe. J'ai regardé la presse internationale et je me suis dit, mais enfin, on se pose des questions partout sauf en France. C'est tout bonnement problématique. Moi, j'étais beaucoup interpellé. Après, il y a des questions personnelles par rapport à la situation humanitaire. J'ai vu le film qui était sur Envoyé spécial. Voilà, je me suis dit, non, mais qui est cette situation, c'est proprement intolérable. Mais si le pays dont je suis député a une part de responsabilité, même faible, dans ce cas-là, si elle a des responsabilités, il faut qu'elle les assume, et puis il faut qu'elle se retrousse les manches pour que les choses aillent mieux là-bas. Bon, merci Sébastien Nadeau pour l'interview que tu nous as accordée, c'était tout à fait intéressant. Là, on s'est focalisé sur le cas de la France, on n'a pas regardé ailleurs, et pourtant, au Royaume-Uni, on a une commission parlementaire qui se charge d'enquêter sur les ventes d'armes, qui a accès au secret défense, et les débats, comme on va le voir, ils sont quand même très très animés. The UK government has received £4.6 billion in selling arms to Saudi Arabia since the war in Yemen began. A war which has created a devastating humanitarian crisis. Yemen is now on the brink of famine, and UNICEF has said that 150,000 children will die by the end of this year. Doesn't the First Secretary agree that the best thing that the Prime Minister can do with our meetings today is follow the example of the Netherlands and suspend licences for arms sales to Saudi Arabia? Et on a aussi un ancien ministre de la Défense, président de la commission qui examine les transferts d'armes en Angleterre, qui se charge carrément de faire des recommandations au gouvernement sur le sujet. The committee wants the government in future, given the unprecedented scale of revocations of existing arms export licenses, in the future to adopt a significantly more cautious approach to granting licenses for the types of weapons and ammunition that can be used to suppress peaceful demonstrators, a significantly more cautious approach, and in addition, it wants the government to extend its review to countries of human rights concern worldwide. On a aussi, évidemment, l'exemple de la Suède, qui est le pays le plus avancé en Europe sur ce sujet, qui est un pays dans lequel les parlementaires eux-mêmes sont associés à l'examen des demandes d'exportation. Mais c'est pas magique. Si on veut qu'il y ait des choses qui changent, que les parlementaires s'intéressent à cette question, il faut qu'en amont, on se mobilise. Et ça, en tant que citoyen, on peut le faire au jour le jour. Certes, on élit des députés pour 5 ans, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit se désintéresser de toutes ces questions. Si Sébastien Nadeau s'intéresse à ce sujet, c'est parce qu'auparavant, il y a plein de militants, il y a des citoyens qui l'ont interpellé, qui lui ont dit « Eh oh, il y a un truc pas normal qui se passe au Yémen, il serait temps que tu interpelles ton gouvernement. » C'est comme ça qu'on peut reprendre notre responsabilité par rapport aux ventes d'armes et résoudre plein d'autres problèmes.
track, donc on a aussi d'autres vidéos sur lesquelles vous pouvez tomber sur notre chaîne YouTube. Je ne sais pas si... Donc, ce qui est vrai évidemment pour nos relations avec les pays du Moyen-Orient, hein, qu'on a équipés dans cette guerre au Yémen, et se vérifie aussi de façon différente. On a documenté notamment comment les industriels français d'armement, mais aussi la France, contournaient l'embargo sur la Russie et continuaient à livrer des composants électroniques à la Russie qui lui permettent de faire la guerre en Ukraine. Donc en fait, la France arme un peu les deux camps d'une certaine façon, chose qu'on retrouvait avant l'Iran, l'Irak, le Biafra contre le gouvernement nigérien, les rebelles libyens contre le régime libyen. Donc on voit que ce modèle, il est toujours très présent, cette idée que la France doit être présente un peu partout dans le monde pour pouvoir peser et gagner ensuite des contrats économiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos exportations d'armes, ça ne représente pas tant que ça au niveau économique. Ces dernières années, c'est juste 2,7% du total de nos exportations françaises. Donc ça veut dire qu'on pourrait faire tout à fait le choix politique de réorienter cette industrie vers d'autres domaines. Mais si on souhaite maintenir cette industrie, c'est pour d'autres raisons. C'est pour des raisons politiques, parce qu'on pense que le levier militaire va être important pour nous, pour peser au niveau politique, avoir un siège au Conseil de sécurité, et ça va servir de passerelle pour justement, en quelque sorte, obtenir des contrats économiques ultérieurs. Par exemple, on peut prendre l'exemple de nos relations avec l'Égypte. Les relations avec l'Égypte, on a vendu énormément de technologies de surveillance, mais aussi des avions de chasse au maréchal Al-Sisi quand il est arrivé au pouvoir. Et puis par la suite, on a obtenu des contrats EDF pour gérer le barrage de Suez, on a obtenu des contrats Total pour exploiter le gaz en Méditerranée. On a même fait un dossier, je ne l'ai pas ramené ici, mais qui est disponible sur notre site internet, sur les activités de la société pétrolière Total. Et la société Total s'implante en général sur des zones de conflit et des zones dans lesquelles on a vendu beaucoup d'armes. Il faut se rendre compte, par exemple, que Total est le premier investisseur privé du Yémen aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en fait, il est parti au conflit, et sur son site au Yémen, hein, on a repéré notamment une prison secrète où a été torturé un certain nombre de citoyens yéménites qui ne bénéficiaient pas de la rente pétrolière, tandis que ceux qui bénéficiaient de la rente pétrolière, parmi les tribus qui environnaient le site de Total, ils étaient formés sur le site de Total et devenaient une milice. On a documenté ça effectivement dans un de nos rapports. Donc il y a une imbrication entre le militaire, l'énergétique, le politique. On est aussi dépendant des pays du Moyen-Orient au niveau pétrolier, ce qui effectivement est la source d'une collaboration en matière militaire. Et d'ailleurs, nos ventes d'armes sont adossées à des accords politiques, c'est-à-dire à des accords de coopération militaire où on va former en fait le pays qui nous achète des armes. Et puis la vente d'armes, ça dure de 15 à 25 ans. Parce qu'une arme, ça ne disparaît pas une fois qu'elle est utilisée, ça reste en fonctionnement. Et en fait, les chars, les avions de chasse que l'on vend à un certain nombre de pays, ils ont une durée de vie de 15 à 25 ans. Donc on ne vend pas simplement un matériel, on vend un service. Vous voyez, c'est un peu comme votre iPhone ou votre iPhone, vous devez le mettre à jour. Vous devez parfois changer des composants à l'intérieur, si vous voulez, effectivement, qui durent dans le temps et qui puissent faire fonctionner les dernières applications. C'est pareil pour l'armement. Les frégates qu'on a vendues à l'Arabie Saoudite à la fin des années 70, au début des années 80, bizarrement, 35 ans plus tard, elles sont sorties des hangars.
Et elles ont été utilisées dans le blocus maritime du Yémen, entraînant une famine. Mais ces frégates ont été mises à jour, comme votre iPhone, vous voyez. Donc en fait, ça veut dire que si ça dure de 15 à 25 ans, c'est que c'est des contrats qui nous engagent politiquement, en fait. Et d'où l'intérêt d'avoir un débat en amont quand ces contrats sont décidés. Et on forme même les armées étrangères des pays à qui on vend des armes. C'est les accords de coopération militaire, et il n'est pas rare qu'on en signe avec un certain nombre de pays quand on négocie des contrats d'armement. Voilà. Donc, et puis évidemment, il est très difficile, quand on conclut un contrat d'armement, d'imaginer à quoi va servir cet armement 15-25 ans plus tard. C'est là, effectivement, tout l'enjeu aujourd'hui, et notamment de ces équipements fournis aux pays du Golfe, puisque 15-25 ans plus tard, eh ben, effectivement, on les a retrouvés dans la guerre au Yémen. Alors, pour en revenir effectivement aux relations France-Israël, ben, c'est un petit peu la même chose. Et en même temps, c'est un petit peu différent. Alors, pourquoi ? Parce que y a eu des liens historiques, effectivement, entre la France et Israël. Notamment, dans l'épisode après, effectivement, ce qui s'est passé à Suez en 1956, il y a eu quand même, entre, effectivement, la guerre entre l'Égypte et Israël, il y a eu cette volonté, effectivement, il y a des pressions de Washington sur Israël, et une volonté de la part d'Israël de diversifier ses soutiens extérieurs à l'époque, et de miser notamment sur la France pour coopération militaire avec la France, qui aboutit effectivement à un partenariat dans le domaine atomique dès les années 50, avec effectivement un certain nombre d'accords qui ont été conclus, qui ont permis effectivement à un moment donné à la France de fournir à Israël un réacteur lui permettant de fabriquer du plutonium et d'accéder à l'arme atomique. Donc ça, c'est effectivement bon à noter, surtout que c'est évidemment contraire au traité de non-prolifération qui est ultérieur, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, Israël est un détenteur non officiel de l'arme atomique, qui ne devrait pas l'avoir. Et si elle l'a obtenue, c'est grâce à la France. On a aussi pas seulement fourni, et effectivement, le plutonium, on a fourni aussi les vecteurs de l'arme atomique, à savoir les premiers missiles Jericho dans le passé, etc., qui on a fourni effectivement les plans et pièces détachées liées à ces missiles. Et évidemment, on a fourni, c'est un partenariat à l'époque aussi entre la France et Israël, parce qu'Israël a toujours été une nation qui a été en avance technologiquement, et en échange, là, Israël fournissait les supercalculateurs qui permettaient effectivement de gérer les paramètres de la bombe atomique. Vous voyez ? Et d'une certaine façon, ce partenariat entre la donnant-donnant avec Israël s'est toujours poursuivi à travers le temps. On le voit évidemment dans les années effectivement 80 en particulier, où cette coopération entre France et Israël a rebondi, parce que suite effectivement à la guerre, à l'embargo de 1967 décidé par le général de Gaulle, effectivement il y a eu à un moment donné une baisse de cette coopération, une limite, cette coopération a diminué, mais elle a repris sous François Mitterrand au niveau militaire à cette époque-là. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit, et notamment sur des technologies sensibles comme des avions de reconnaissance, de l'optronique, de la détection des lasers, que les États-Unis refusent
est de livrer à Israël. C'est un même modèle qu'on retrouve par rapport aux pays du Golfe. Les États-Unis refusent de fournir certaines technologies de drones ou certaines technologies de surveillance aux pays arabes, et la France s'engouffre dans la brèche. C'est ce qui s'est passé avec l'Égypte. Voilà, ça leur permet effectivement de progresser en matière de l'acquisition d'armements. Et évidemment, c'était le cas dans les années 80. On peut aussi évoquer une coopération en matière sécuritaire qui s'est beaucoup développée depuis les années Sarkozy dans le domaine du renseignement, notamment la relation entre nos deux marines et des échanges d'expertise entre les armées de terre et de l'air. C'est une coopération qui s'est poursuivie aussi sous Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, quand on compare en fait nos exportations d'armes à Israël par rapport aux exportations d'armes aux autres pays du Moyen-Orient, on voit quand même une grosse différence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la période 2013-2022, Israël représente seulement 0,28% du total des prises de commandes, c'est-à-dire des contrats signés par la France et des pays étrangers, et seulement 0,67% de nos livraisons d'armes. Alors que l'Arabie Saoudite, c'est plus de 31% des livraisons effectivement françaises dans la région. Donc on voit bien que c'est quand même un petit peu différent. Et on est autour de montants qui sont autour de 20 millions, 15-20 millions en fait chaque année d'armement qui fait l'objet de contrats avec Israël. Le truc, c'est que c'est pas simplement, c'est pas parce que les montants sont faibles que pour autant il n'y a pas de conséquences. Les montants nous donnent peu de signification sur la létalité du matériel qui est exporté à ce pays-là. Pourquoi ? Parce que on retrouve dans ce chiffre, il peut y avoir des composants électroniques, et les composants électroniques, c'est quelque chose qui est parfois peu coûteux, mais a une place extrêmement importante dans l'armement, parce que c'est ce qui permet à l'armement de voir des cibles, de les détecter, de les suivre dans l'espace. Et effectivement, de ce point de vue-là, on ne sait pas ce que la France vraiment a livré à Israël pour la raison que je vous ai indiquée, à savoir que le rapport au Parlement, il est effectivement très très incomplet. Par contre, il y a une autre catégorie effectivement de matériel effectivement qu'on livre à Israël, qui sont les biens à double usage, qui sont en fait une autre catégorie, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de biens qui sont à la fois utilisés pour le domaine civil et le domaine militaire. Pourquoi ? Parce que dans l'armement, il y a de plus en plus d'électronique, et les innovations viennent du civil. Et là, quand on regarde les données sur les biens à double usage, on s'aperçoit quand même qu'il y a 159 millions d'euros de biens à double usage qui ont été livrés en 2021 à Israël, et 34 millions d'euros en 2022. Alors il peut y avoir des choses qui sont liées au nucléaire, il peut y avoir des capteurs optiques, etc. Et des montants importants qu'on retrouve aussi ces dernières années à la Russie, et qu'on retrouve notamment dans les drones, les missiles russes utilisés en Ukraine, ces fameux biens à double usage. Donc on voit bien que d'un côté on a 20 millions d'euros, mais quand on regarde un autre rapport où il y a encore plus d'opacité, parce que c'est très difficile d'avoir un contrôle sur ces biens à double usage, d'avoir une réelle transparence, en tout cas c'est quelque chose qui manque. On voit bien que les volumes sont complètement différents, et il n'en reste pas moins effectivement problématique. Et bien sûr, s'il y a une coopération entre la France et Israël dans le domaine sécuritaire et de l'électronique,
si effectivement il y a des exportations dans le domaine de l'électronique, ça veut dire qu'il y a aussi derrière ça des partenariats entre la France et Israël en général, parce qu'en fait Israël aujourd'hui n'a pas besoin de la France pour lui fournir des avions de chasse, des chars. Elle en a elle produit son propre armement d'une part, c'est une puissance exportatrice d'armes. Israël est productrice d'armement pour sa propre armée, donc elle n'a pas forcément besoin de la France si elle cherche à avoir des drones, si elle cherche à avoir des chars, etc. Là où elle va avoir besoin de la France, c'est pour obtenir des composants, des pièces pour son propre matériel, un savoir-faire qui lui manque en fait. Et donc il va y avoir un échange de savoir-faire entre la France et Israël sur ces composants électroniques, à tel point que il y a quelques années, on a vu un missile en fait tomber sur une famille israélienne, tuer une famille, et quand on a ouvert ce missile-là, on a découvert un composant de marque Excelia, qui était un composant électronique français. Voilà. Donc, en fait, par cet exemple, vous avez cette matérialisation-là d'un domaine qui est le double usage, qui représente une évolution d'armement aujourd'hui, qui est de plus en plus électronique, qui est de plus en plus à cheval avec le civil, et sur lequel il y a une opacité encore plus grande, quoi, en fait. Et sur lequel il faudrait agir, il faudrait effectivement documenter quelles sont ces entreprises qui justement travaillent sur ces secteurs des biens à double usage au niveau local, et demander effectivement davantage de transparence à l'État sur ces composants qui sont exportés à Israël et qui peuvent être utilisés contre les Palestiniens aujourd'hui. Si on ne le fait pas, on va laisser l'État continuer ce type de politique et effectivement continuer les entreprises françaises à coopérer avec Israël. Les grandes entreprises d'armement françaises coopèrent avec Israël. C'est le cas effectivement de Thales qui coopère avec Israël sur les drones Héron qui sont utilisés effectivement à Gaza, sans savoir effectivement quel est vraiment il faudrait rentrer un peu plus dans le détail pour savoir si dans ce partenariat évidemment entre Thales et Israël, est-ce que c'est plus Israël qui donne de savoir-faire que Thales, en tout état de cause, parce que Israël est quand même plus avancé que la France au niveau technologique en matière de drones. C'est ce qui est bon à savoir. La France a accusé énormément de retard dans le domaine. Pourquoi ? Parce que en fait, l'idée de maîtriser, de contrôler sa propre population ou une population environnante, c'est le premier objectif d'Israël. Donc Israël est un des premiers États qui a développé des technologies de contrôle de la population, en fait, et qui a fait évoluer le matériel militaire, non pour faire la guerre conventionnelle, c'est-à-dire la guerre avec un État, mais pour faire la guerre à sa propre population, et d'avoir un armement qui ne sert pas uniquement à tuer, mais à contrôler, à tracer évidemment pour tuer, mais qui sert à enserrer la population palestinienne par un réseau de surveillance dans le but d'anticiper leur comportement. Et ça explique ce partenariat entre la France et Israël au niveau sécuritaire, au niveau technologique, qui s'est poursuivi. Mais dans ce partenariat-là, il faut être lucide aujourd'hui, c'est plus la France qui a gagné à prendre d'Israël que Israël qui a gagné de la France. Parce qu'Israël est plus avancé que effectivement la France. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut se désintéresser effectivement de la politique de Thales. Je pense qu'il faudrait fouiller pour savoir effectivement si ça peut être plausible que des gens qui travaillent à Thales, à Laval, soit travaillent en coopération avec des clients israéliens, puisque effectivement Thales a une implantation aussi en Israël. Il faudrait connaître les projets, mener l'enquête, interroger des syndicalistes dans le but de créer un débat
cette information peut partir de vous. Voilà, Safran aussi a coopéré avec Israël dans le passé, une coopération avec Elbit également, parce que Thales était aussi avec Elbit, une grande société d'armement israélienne. La grande entreprise d'armement française, Safran, collabore avec Elbit également. Sur un projet, a collaboré sur un projet de drone. Je ne sais pas si cette collaboration est toujours effective, mais il y a ces liens-là qui perdurent et sur lequel aujourd'hui il serait temps, au regard effectivement des crimes commis en Palestine, que les citoyens s'investissent sur ce sujet, parce que un des moyens d'améliorer le sort des Palestiniens aujourd'hui, c'est d'interroger aussi la politique de notre propre gouvernement, parce que c'est d'abord contre lui qu'on peut agir. Parce que le gouvernement palestinien, on peut agir, évidemment, le gouvernement israélien, on peut agir, mais de façon très indirecte. Par contre, notre propre gouvernement et sa propre politique vis-à-vis d'Israël, on en est comptable en tant que citoyen. Et on peut demander des comptes à notre gouvernement, on peut demander des comptes à notre député. Rien ne nous empêche d'organiser un rassemblement, une manifestation, et d'essayer d'abord de documenter notre responsabilité au niveau local, puisqu'on a, j'ai perdu ton prénom, Jean-Luc, c'est ça, Jean-Luc m'expliquait tout à l'heure, on a aussi des entreprises, un tissu d'entreprises locales qui peut-être travaillent avec Israël ou d'autres régimes autoritaires comme la Russie ou les pays du Moyen-Orient qui sont eux aussi tout aussi en guerre, et sur lequel on devrait demander des comptes et demander ce qu'ils font, et pour pouvoir agir effectivement localement sur ce sujet. Voilà. Est-ce que... Au moment des questions et des réponses, si tu veux, vas-y, commence. Sur le dernier point, il y a effectivement d'autres entreprises en Mayenne qui travaillent avec Israël, notamment MCB Vichet à Château-Gontier. C'est une entreprise qui fabrique des systèmes de guidage de missiles et qui sont fournis donc à Israël directement. Alors la relation entre Israël effectivement et la France, comme vous le disiez, elle est dans les deux sens. Israël développe, est un pays qui est extrêmement avancé sur toutes les technologies de logiciels, surtout sur la partie logicielle, mais elle a besoin de la partie justement hardware, ce qu'on appelle le hardware, pour pouvoir accueillir cette partie de programmation sur laquelle il excelle énormément. Et donc les algorithmes, ils en développent dans tous les sens et qui sont utilisés aussi bien dans le civil que dans le militaire. On en utilise tous les jours des développements d'Israël. Quand on a notre téléphone portable, la musique que l'on écoute, MP4, c'est israélien. Il faut savoir qu'ils sont positionnés partout. Et donc cette relation, elle sera toujours existante parce qu'on est complètement interdépendants, dans un sens comme dans l'autre. Ils ont besoin de nous comme on a besoin d'eux. Et donc cette interdépendance, elle n'est pas forcément dite au grand public parce que on se dit un pays indépendant alors qu'on ne l'est pas réellement. Bien sûr. Et pour continuer sur l'évolution technologique des armements, quelle est la place que prend aujourd'hui ou que va prendre l'intelligence artificielle? En fait, on est sur aujourd'hui, effectivement, comme monsieur vient de le dire, sur un armement de plus en plus électronique, technologique, comme il le dit très bien au niveau, il faut raisonner un peu d'une certaine façon comme un ingénieur dans l'armement. Vous avez deux choses qui permettent à l'armement de penser. Il faut de l'hardware et du software, c'est-à-dire du décomposant électronique, parce que c'est de l'embarqué, mais aussi des logiciels. Et effectivement, aujourd'hui, les innovations en matière guerrière, assez moins au niveau mécanique ou évidemment de la poudre, qu'au niveau de l'électronique, c'est-à-dire la capacité de l'armement à voir plus vite, d'une part, à détecter des cibles, à les tracer. Mais aujourd'hui, ça va évidemment au-delà. Ça vise à anticiper les comportements de l'adversaire futur, à donner
d'une certaine façon, à proposer à l'opérateur militaire, des solutions pour aborder le conflit, à des solutions aux décideurs politiques aussi, ou à l'état-major militaire sur les meilleures façons de contrôler telle population, qu'elle soit au Mali ou sur le sol français. Et dans ce cadre-là, c'est l'IA. Quand justement il faut anticiper des comportements, il faut créer des modèles un peu prédictifs, on est dans l'ordre du logiciel, de l'intelligence artificielle, et là on touche à ce que vous voulez dire. Effectivement, il y a des sociétés aujourd'hui françaises qui font effectivement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais comme monsieur vient de dire, hein, il peut compter, comme je l'ai dit, moi j'ai pas travaillé spécifiquement sur ces relations France-Israël, donc le tableau mérite d'être peut-être nuancé, complété, certainement, voilà, mais effectivement, voilà, Israël a sans doute un savoir-faire dans ce domaine-là, et aujourd'hui, effectivement, les innovations vont se situer dans ce domaine-là. Justement, la France fabrique-t-elle des systèmes d'alarme, comment ça s'appelle, des systèmes létaux, quoi. Alors, il faut se rendre compte que... Voilà, oui, voilà. Autonome. Alors, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas l'armement et les systèmes autonomes d'un côté. C'est tout l'armement qui est en voie de robotisation et d'autonomisation, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... par exemple, les corvettes qu'on a vendues aux Émirats Arabes Unis dans les années 2000, elles ont une propulsion qui est elle-même automatisée. Dès qu'elles détectent des missiles, elles se déplacent automatiquement. Pourquoi ? Parce que le golfe Persique, il est très étroit. Donc ça veut dire que l'automatisation, c'est un processus. C'est petit à petit des fonctions différentes de l'armement qui sont prises en charge par la machine elle-même. On est sur un processus sur le temps long. C'est pas les robots comme dans Terminator qui débarquent sur le champ de bataille pour tout zigouiller. C'est un processus où on laisse faire la machine, mais comme dans la vie courante, où on a de plus en plus, aujourd'hui, on passe de plus en plus, on est dans des mondes de plus en plus informatisés, de plus en plus gérés par la machine. Ben, c'est pareil pour l'armement. Et aussi, l'armement se développe parce que aussi les guerres changent. Comme je dis, les guerres aujourd'hui, il reste des guerres entre États. On voit bien Russie-Ukraine, mais depuis en fait la chute du mur de Berlin, il y a beaucoup d'affrontements interétatiques avec beaucoup de guerres urbaines où on ne déploie pas une grande armée, mais des forces spéciales équipées de blindés légers et de drones pour justement mater des zones de contestation. Mater des rébellions, mater des oppositions internes, donc la guerre, et c'est en ce sens-là que Gaza est un laboratoire, ben, ça vise à propre contrôle de la population. Donc il y a les guerres menées contre le peuple palestinien qui permettent de développer ces technologies sécuritaires. D'ailleurs, le groupement des industriels de l'arme de terre développe, a édité une petite brochure qui s'appelle Gestion démocratique des foules, qui justement fournit toute une gamme de matériel militaire qui est destiné aux fins du maintien de l'ordre, aux fins du contrôle des populations. Et donc il y a Gaza qui a fourni un prototype là-dessus ces dernières années, qui s'est développé à partir évidemment l'opération de 2008, mais même un peu avant, hein, avec les drones, etc. Mais aussi, il y a aussi un autre jalon, c'est les printemps arabes. Les printemps arabes qui ont poussé effectivement les États arabes du Moyen-Orient à fournir du matériel militaire pour contrôler leur propre population. Voilà, donc on ne va pas lâcher des chars Leclerc dans les villes arabes ou des grands chars effectivement dans les rues dans les ruelles de Gaza. On va plutôt déployer des petits blindés, des drones, etc. Donc c'est ce modèle de la guerre aujourd'hui. Et évidemment, les innovations en matière technologique, électronique, elles peuvent être développées par des sociétés qui sont sur du composant électronique ou dans la région, vous voyez, et qui ne vont pas se baptiser défense, si vous voulez, mais qui vont travailler aussi dans le domaine civil. Donc ces gens-là vont dire, on fait de la high-tech,
mais nous, on ne sait pas trop... Voilà. Mais en réalité, ce qu'il faut poser, c'est la responsabilité et la transparence sur ces activités-là pour pouvoir justement avancer dans ce débat. Voilà, parce que c'est ces composants qu'on retrouve dans la machine à laver aujourd'hui ou qu'on retrouve dans le modèle médical qui vont être aussi, qui vont servir aussi à faire la guerre aux Palestiniens, aux Yéménites ou aux Égyptiens. Je crois qu'il y a une question. Encore une question. Ouais. Comme vous le dites, effectivement, aujourd'hui la France a besoin d'Israël aussi par le biais le fait qu'Israël a la capacité de tester à grandeur réelle ses armes. Puisqu'elle se sert effectivement de la population palestinienne pour tester un certain nombre d'armes. Et actuellement, sur Gaza, les bombes qui sont utilisées sont pour la plus grande partie des bombes de nouvelle génération que les Américains ont vendues ou ont données, et que les Français aussi vendent. On ne le sait pas, mais il y a quand même des bombes et des missiles qui sont français et qui sont utilisés. Et ça permet de les tester sur le terrain parce que la France n'a pas de conflit ouvert, même si de temps en temps elle se positionne au Mali ou ailleurs pour pouvoir avoir la possibilité de tester ses armes, mais Israël a cette capacité de le faire et donc a une position importante. Ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous savez si dans les armes que nous on fabrique et qui sont vendues à ces pays, est-ce qu'on vend des armes qui sont enrichies à l'uranium, même si ce ne sont pas des armes nucléaires, mais des obus ou des bombes qui sont enrichies à l'uranium? Sur ce sujet-là, il me semble quand même que la France a abandonné la production d'uranium appauvri après la première guerre du Golfe, où on a eu des cas effectivement utilisés, mais que ça a été relativement abandonné par la France, ce qui n'a pas été le cas d'autres pays. Voilà, mais après, je n'ai pas travaillé, moi, spécifiquement sur cette question ces dernières années. On a fait une brochure il y a 20 ou 30 ans, mais il me semble quand même que la France a arrêté la production. Il y avait quelques sites, je crois, il y a un site du côté de Grenoble et un autre site du côté... un autre site ailleurs, vers Chamonix, je crois, et ils ont été fermés. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Madame. Enfin, je crois qu'il y a, je ne sais pas le volume de bombes qui est tombé sur Gaza depuis le début du conflit, mais je ne comprends pas parce qu'Israël est autonome pour fabriquer autant de matériel. Les bombes, elles viennent d'où? C'est eux qui les font entièrement. Qui les donne? Enfin voilà, c'est ça ma question. Parce que si les États-Unis arrêtaient. Il y a Une autre question, ouais. Il y avait d'autres questions, et puis monsieur avait levé son doigt depuis un moment. Vas-y. Juste pour préciser sur justement, pour faire l'écho avec cette question sur le volume de munitions qui est utilisé, il est utilisé en effet il a été fourni en grande partie par les USA. Il y avait même une concurrence avec l'Ukraine pour savoir qui aurait les obus en premier. Parce que c'est un gros facteur limitant les obus, parce que ça prend de la place en fait, et ils en font un sacré bon nombre pour tout raser. Par contre, ce qui est intéressant, ça fait le lien avec l'IA, c'est qu'Israël a développé un logiciel autonome de prise de décision. C'est-à-dire que désormais, c'est une machine qui décide qu'est-ce qui doit être frappé. C'est-à-dire qu'entre guillemets, ils envoient tous leurs capteurs sur le terrain, donc c'est-à-dire les rapports des soldats, les capteurs des chars, les capteurs des drones, et ceux-ci vont dire « Ah tiens, j'ai détecté un départ de feu là. Ah tiens, sur les réseaux sociaux, j'ai vu tel Palestinien nous emmerder un peu trop dans tel quartier, etc. » Toutes ces informations sont remontées, il y a un algo, on ne sait pas trop comment il fonctionne, les preneurs de décision non plus, l'état-major israélien a même dit que c'était dangereux, qui dit en fait maintenant il faut envoyer une bombe à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et donc c'est pour ça qu'on a eu un tel début de feu par rapport aux années précédentes, où il fallait de la communication via radio, etc., pour savoir où taper, même problème avec la grosse ligne. Et là actuellement, ce qui fait que l'armée israélienne tape à un rythme effréné, ce qui fait que ça use énormément de matériel, donc ils vont manquer de canons, ils manquent aussi de buts parce qu'ils peuvent taper à n'en plus finir, et ce qui crée aussi les quelques bavures qu'on a pu voir, enfin de leur point de vue, je dis bien bavure, on a eu des Israéliens, enfin des soldats palestiniens qui se sont pris des bombes sur la gueule au passage. Donc voilà, on en est arrivé à ce niveau-là où la prise de décision est devenue industrielle en fait. C'est vraiment une machine qui décide de ce qu'il faut taper en fait les cibles. Tu veux répondre ou tu prends une autre question? Oui, c'est effectivement, il y a une machine derrière, mais derrière, il y a le choix politique aussi de passer effectivement par la machine pour justement anéantir toujours et de privilégier effectivement l'anéantissement du peuple palestinien. Effectivement, il y a des choix politiques derrière de carboniser des quartiers, parce que la machine, en fait, tu as la technologie, mais il faut la programmer, en fait. Il y a des algorithmes. C'est pas, elle apparaît pas ex nihilo. Ouais. Moi c'est plus général, comme vous disiez, si cette technologie
technologie de l'armement, si elle sert à contrôler les masses, à réprimer les masses et tout ça, je vois que ça marche pas si bien que ça, quoi. Quand on voit ce qui se passe en Palestine, justement, leur armement, leur technologie, tout ça, on a vu leur défaillance, quoi. C'est pas terrible. Oui, la question c'est pas tant que ça marche au sens où ça tue des Palestiniens, c'est ça aujourd'hui. Mais effectivement, la domination par la technologie, évidemment, elle est jamais totale. Évidemment, l'idée de croire qu'on peut se baser sur une puissance militaire pour dominer, une puissance technologique, la technologie militaire pour dominer une population et la maintenir sous son contrôle, c'est une utopie, une illusion. Et ils se sont bercés effectivement d'illusions là-dessus. Là où effectivement je développe là-dessus, c'est pas pour louer la puissance ou la dénoncer la puissance israélienne, c'est plutôt pour définir nous notre propre niveau de responsabilité par rapport à ce conflit en Palestine. Souvent on a tendance à dire bon ok les Israéliens on les condamne, mais sans vraiment s'interroger sur notre propre niveau de responsabilité. Il ne faut pas non plus l'exagérer. Parce qu'on n'est pas le premier fournisseur, effectivement c'est d'abord les États-Unis, mais ça ne veut pas pour autant dire que cette responsabilité est nulle et sur laquelle on ne peut pas agir. Cette coopération, elle existe, il faut la définir proprement, mais on peut agir dessus. Et si on n'agit pas aujourd'hui contre les Palestiniens, on n'agit pas non plus pour les Yéménites ou pour les Ukrainiens aujourd'hui. Et ces questions qui sont laissées trop longtemps en jachère par le citoyen français conduit à laisser libre l'exécutif et à continuer ça et à maintenir en fait, si on est juste dans la condamnation d'Israël, on fait une condamnation par les mots, mais le support, lui, de la France avec Israël, il est par les actes. Voilà. Et donc les mots ne suffisent pas, il faut agir aussi de façon sur ce lien structurant entre la France et Israël et d'autres régimes autoritaires si on veut abaisser le niveau de conflit dans le monde. Parce qu'on voit bien que là, on est sur une explosion des conflits un petit peu partout, y compris en Europe, et que voilà, si on ne fait rien, ça va se poursuivre, surtout avec la menace climatique. Eric, oui, vous avez expliqué au début comment, de quelle manière la France avait rendu la possibilité pour Israël d'utiliser l'arme atomique de façon illégale. Et on sait très bien aussi qu'il y a des lois dans la guerre, malheureusement, avec des armes autorisées, des armes conventionnelles et d'autres non autorisées. L'utilisation de bombes au phosphore, elle a été prouvée en Israël. Oui. Je voudrais savoir si la France participe à la fabrication de ces bombes au phosphore et si donc elle en a vendu. Et j'ai une deuxième question. D'après certains experts militaires, donc Israël est très fortement dépendant des ventes d'armes américaines, notamment françaises aussi, mais américaines. Et si les ventes d'armes américaines vers Israël arrêtaient brutalement, Israël aurait de possibilités de continuer que pendant 3 ou 4 jours le même rythme de combat, de bombardement qu'elle a actuellement. On pourrait savoir si c'est vrai. Non, mais alors sur le phosphore, à ma connaissance, non, la France n'en fournit pas. C'est interdit par les conventions internationales. Hein, voilà. Après, comme je vous l'ai dit, je fais dans les limites de ce que je sais actuellement. J'ai pas travaillé spécifiquement sur ce sujet. Oui, de toute façon, ce que vous dites par rapport aux bombes fournies par les États-Unis, oui, très vrai. Ça s'est posé aussi par rapport au Yémen. Il suffisait que la France dise on refuse de réparer les navires saoudiens, de les maintenir en maintenance, et puis la guerre s'arrête. C'est le cas, sauf qu'en général, cette collaboration continue en temps de guerre, parce qu'on ne souhaite pas condamner tel État qui est impliqué dans des crimes. Ce qu'on souhaite, c'est pas disparaître de la carte. Ça expliquait le Rwanda, notamment. Le Rwanda, si on a armé les génocidaires, c'est qu'on dit on ne va pas laisser la place aux Américains. Ok, c'est pas beau ce qu'on fait, mais on va garder... notre but, c'est d'être présent dans toutes les régions du monde pour obtenir des contrats économiques, maintenir aussi notre mode de vie, qui est plutôt confortable par rapport à d'autres régions du monde. Donc en fait, il y a une imbrication entre notre politique et notre mode de vie derrière, qui est adossé par rapport à la collecte de ressources et qui explique cette stratégie de la France de vouloir être présent un peu partout et de maintenir aussi...
une présence voilà, en Outre-mer, etc., sans que ce soit vraiment interrogé par nous les Français. Il faudrait quand même qu'on interroge aussi nos propres ambiguïtés. On demande des salaires toujours élevés, on la maintient d'un État-providence sans savoir sur quoi est construit cet État-providence et sans vraiment interroger cette contrepartie-là. Sans vraiment voir le coût de cet État-providence. Parce que cet État, il est peut-être providence pour nous, mais il est prédateur pour d'autres populations. Et ça, en tant que Français, on a quand même du mal à poser les choses comme ça, quoi, et à interroger les choses comme ça. Donc tant qu'on n'arrivera pas à interroger notre mode de vie, etc., et le coût de ce mode de vie, le coût caché en termes de guerre, d'exploitation des ressources, bah, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Une question ici. Oui, moi j'ai une question un peu naïve en marge de la question de l'armement. Comment comprendre qu'on s'intéresse à l'incidence du paix des vaches sur la couche d'ozone et que la question du déversement de milliers de bombes en tout genre dans toutes les parties du globe n'interroge personne, y compris les associations, les partis écologiques ou autres. Je n'entends jamais personne poser la question, tout ça, ça doit être très bon pour la planète apparemment. La question n'est jamais posée par personne. Peut-être que j'ai tort, c'est parfaitement vrai. C'est souvent un ressort qui est pris pour un angle d'attaque, et l'armement, alors, à croire que tout le monde pense que c'est très bon pour la planète. Silence. Oui, non, mais vous avez évidemment, c'est effectivement un angle mort, vous avez raison, et en même temps, nous, ça fait 6 ans qu'on a sorti cette brochure, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, on travaillait justement avec l'AFPS là-dessus, et comme je vous l'ai dit, les militants ont dit, ils étaient indignés par Pont-Durcy, ils ont dit on va faire des choses sur cette coopération militaire entre France et Israël, et puis tout à coup, ils sont passés à autre chose. Et puis nous, on a essayé de les réveiller un peu, et puis à un moment donné, il y a 20 000 morts, et puis ils se disent, cette brochure, il faudrait peut-être en faire quelque chose, quoi. Donc on touche aussi une contradiction de notre fonctionnement individuel. On est tous, pris dans ce court terme, pris dans des enjeux de court terme, de communication, pris dans ce flot. Et on a du mal à agir sur les choses sur le long terme aussi. Or, pour changer cette coopération militaire qui remonte à il y a 60 ans, il faut s'inscrire sur le long terme. Il faut s'intéresser à ce sujet sur le long terme pour pouvoir effectivement agir. Et c'est ça qui est compliqué parce que dans notre vie, on est plutôt sur le court terme. Qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain ? Qu'est-ce que racontent les journaux ? On a du mal à se dire, moi, l'entreprise locale qui est à l'Est, est-ce qu'elle coopère vraiment avec Israël ? Je vais essayer de le savoir. Je n'aurai peut-être pas la réponse tout de suite. Mais je vais prendre le temps de sonder les voisins, de sonder les employés, de sonder les syndicats. J'ai entendu ça, je vais peut-être contacter l'Observatoire de un moment pour en savoir plus, je vais mener ma propre enquête, je vais peut-être interpeller mon député, poser des questions au maire sur ce que fait notre industrie d'armement localement. Tout ça prend du temps, et le temps aujourd'hui, on voit bien que c'est difficile, et le monde a changé, quoi, voilà aussi là-dessus, et on est face à cette contradiction là aussi. Parce que ce sujet-là, il est connu de la relation de coopération militaire entre France et Israël, enfin en tout cas il est connu en tout cas dans le milieu associatif de soutien à la Palestine, mais après pour agir sur les choses, pour brider l'État français, parce qu'on voit bien qu'on a un effet, on a été très peu sur le Yémen, et pourtant ça menait à la commission parlementaire d'évaluation des exportations d'armes. Cette commission, soyons clairs, elle va pas aller vers le désarmement. Il va falloir peut-être attendre 10 ans pour qu'elle soit opérationnelle. Mais si on est plus pour agir, pour interpeller notre député, demander des comptes à l'État français, c'est sûr qu'il y aura plus de pression. Et que pour certains segments de matériel, vous verrez que la France,
eh ben, refusera de livrer de l'armement à Israël parce qu'il y a des manifestations, il y a des citoyens mécontents, il y a des députés qui feront remonter au président de la République le fait qu'à leur permanence, il y a des gens qui sont venus leur voir et leur dire cette relation elle est bien problématique. Vous voyez que là encore, voilà un peu la réponse que j'apporte, quoi. Aujourd'hui, on a deux histoires devant nous, celle de l'Ukraine, où on voit la Russie qui attaque un pays plus faible qu'elle, militairement parlant et armement parlant. De l'autre côté, on voit Israël sur Gaza. Est-ce que là, on n'est pas devant ce paradoxe qui est d'un côté, c'est la course à l'armement, pour que je puisse répondre à une agression en tant que pays, si je suis agressé par une puissance voisine ou pas voisine d'ailleurs, et de l'autre côté, notre volonté à vouloir limiter l'armement, voire le désavouer, le rejeter. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que le débat là-dessus est difficile, au moins est difficile depuis toujours. Et puis depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, effectivement, l'idée qu'il faut désarmer ou qu'il faut limiter notre production et nos exportations d'armes, c'est un message qui a effectivement plus de mal à passer. Alors cela, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? D'une part que l'armement, comme j'ai dit, il ne se détruit pas quand effectivement on a livré aux Ukrainiens ou aux Russes, il reste actif pendant 15, 25, 35 ans. De l'armement qu'on a livré aux rebelles libyens en 2011 s'est retrouvé dans le conflit au Mali, utilisé par les djihadistes. Donc on voit bien que ça a des conséquences soupçonnées. Les guerres en Afrique ont été alimentées, dans les années 90, ont été alimentées par des flux d'armes qui venaient des Balkans, de la guerre Yougoslavie. Aujourd'hui, les armements qu'on va livrer à l'Ukraine, où est-ce qu'ils vont terminer plus tard? Et il n'y a aujourd'hui aucun débat vraiment sur le sujet. C'est ça le souci. D'autre part, s'il s'agissait d'armer uniquement les Ukrainiens, ça poserait peut-être pas de problème. Le problème, c'est qu'on arme aussi les Russes, on arme aussi l'agresseur, on fournit aussi des technologies aux Russes. Donc c'est quoi l'idée? C'est de défendre la liberté des opprimés, ou c'est la logique que je vous ai présentée depuis le début, qui est en fait d'avoir toutes les cartes en main, et donc des cartes chez l'agresseur et chez l'agressé. La politique structurelle, c'est plutôt de garder des cartes chez l'agresseur et l'agressé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'Iran et l'Irak, comme je vous l'ai dit. On a armé l'Iran, on a armé l'Irak dans les années 80. C'est une constante. On a armé le Pakistan dans les années 70, on a armé l'Inde ensuite. Ce qui a quand même créé... peut-être été à l'origine de l'attentat de Karachi. En tout cas, ça n'a pas aidé, en tout cas, dans les relations avec Islamabad. Etc. On a armé le Royaume-Uni, on a armé l'Argentine, qui était en guerre dans les années 80, etc. Enfin, les exemples abondent, et ça, c'est une impasse. Mener une telle politique-là, ça contribue certainement pas à la sécurité, ça contribue à la perpétuation des conflits. Tant qu'on n'arrivera pas à sortir de cette logique-là et à agir, pas sur les conséquences, mais sur les causes, c'est-à-dire la préparation constante de la guerre et de ces mécanismes de guerre, on n'arrivera pas à en finir avec cet enchaînement sans cesse de conflits. Donc, d'où l'intérêt d'agir en amont lors de la préparation de ces guerres, dans la production de ces armements, dans le rôle de nos entreprises d'armement au niveau local, si on veut enrayer ce cercle vicieux. J'ai une question très technique. Tu as dit tout à l'heure que le gouvernement, le président de la République était celui qui laisse passer un arme de la France vers l'extérieur. Le contrat est signé entre le fabricant ou entre l'État et le pays acquéreur. C'est-à-dire, comment ça se passe techniquement? Si on découvre que Thales à Laval fournit quelque chose à l'armée israélienne,
Quel canot? Comment ça se passe au niveau technique point de vue contractuel, voilà. Parce que si c'est l'État qui décide, c'est pas Thales. Alors, c'est l'État qui décide, certes, mais ça reste des contrats commerciaux, mais on est effectivement, et c'est là où on joue un peu là-dessus, c'est-à-dire on est à la fois des contrats commerciaux entre deux entreprises d'armement, etc., ou une entreprise d'armement et un État. Par contre, dès que ça va passer au niveau juridique, on va avoir la justice française qui va considérer en fait la vente d'armes comme un acte de gouvernement, et donc qui va en quelque sorte considérer que c'est pas un acte administratif classique ou un acte commercial, mais que ça va être un acte de politique gouvernementale, et ça va permettre d'éviter d'engager la responsabilité notamment des entreprises, voilà, là-dessus, voire même de l'État même. Voilà. Donc on est effectivement dans ce modèle-là aujourd'hui. Oui, monsieur, allez-y. On arrive même à faire ça avec du ciment, pas seulement avec des armes. La Farge en Afrique. Oui, et Total. Même raison. L'armement, il est très très vaste. Voilà. Il n'y a pas des missiles, il n'y a pas de... Le béton, ce qu'on a documenté sur un dossier sur le Yémen, l'usine de Total était une base militaire au Yémen. On formait une milice. Là, c'est un tropisme français d'utiliser en fait, de miser sur le militaire en fait pour avancer ses pions et exploiter du gaz à bas coût en s'appuyant sur des zones de conflit, parce que comme ça on peut mettre sous pression des États pour qu'ils nous livrent du gaz à 10 fois inférieur les coûts du marché, quoi. Ce qui garantit un petit peu notre État-providence. Voilà. Oui, allez-y. Oui, alors je reviens sur deux points. Non, plus fort, s'il te plaît. Je reviens sur deux points. Alors le premier, c'est, je vous remercie d'avoir insisté sur le facteur temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que monsieur a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent, assez d'associations, assez de citoyens qui parlent. On a une littérature qui existe. On a des gens qui, depuis les années 60, des années 50, même qui ne viennent pas forcément de l'armée, mais qui viennent de l'ingénierie, etc., comme Paul Virilio, qui a créé une science qui s'appelle la dromologie et qui travaille sur la vitesse. Et ce monsieur, c'est simple, il était architecte, et il a travaillé d'abord sur ce qu'on a appelé Deuxième Guerre mondiale, Nantes, il a dit Nantes, la guerre éclair. Et c'est quelqu'un qui a fait le lien entre notre avidité de la vitesse en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant que personne, et la guerre en général. C'est quoi une guerre? C'est de gagner contre l'autre, c'est-à-dire aller plus vite que l'autre. Du moment qu'on veut aller plus vite que l'autre, on est déjà dans une situation de guerre. Le deuxième point, c'est sur ces dernières années, on a vu un langage, des expressions qui sont rentrées, qui sont militaires, qui sont façonnées par des idéologues, médias complices, des politiciens, comme par exemple la frappe chirurgicale, ou bien voilà, plein de... On est devenus des guerriers dans nos discussions de salon en tant qu'Européens, sans savoir la portée de cet ambiance. Voilà, c'est des victimes collatérales, ça c'est des universitaires qui utilisent ces termes, etc. Qu'est-ce que... Et ça me paraît que tout ça c'est lié. Et on n'est pas que sur le front de Thalès, bien sûr qu'il faut demander à Thalès. Récemment, j'ai vu un documentaire européen, de citoyens européens, et qui ont cité par exemple Thalès, et c'est beaucoup de sociétés privées, comme beaucoup de sociétés en Europe privées, des sociétés européennes, qui demandent à Bruxelles, qui proposent à Bruxelles des projets. Il a bénéficié, je ne sais pas, en 2022, je crois, c'est pas très acté ce que je dis, mais on peut vérifier, de 26 millions
d'euros et qui n'a abouti à rien. C'est-à-dire juste on dit à la Commission, voilà un dossier, on va créer des robots qui peuvent détecter, par exemple, je ne sais pas, des gens soupçonnés de pédophilie, par exemple. C'est des choses comme ça. Effectivement, c'est là où Israël voit un intérêt à collaborer avec nous, c'est qu'elle peut bénéficier notamment de fonds européens en matière de recherche, en matière de défense, et sur ces fonds-là, il y a des coopérations entre entreprises sur des projets qui peuvent toucher aux militaires, aux sécuritaires, au médical. Donc c'est là où effectivement aussi intérêt, Israël voit un intérêt à collaborer avec nous, et nous on voit un intérêt aussi à récupérer les technologies israéliennes pour tout un tas d'applications. Et ce qui bénéficie, je finis avec cette phrase, qui en bénéficie en fin de compte, c'est des sociétés privées, mais qui bénéficient de notre argent, c'est-à-dire de l'argent public. Merci. Oui, il me semble qu'au début, dans votre introduction, vous avez parlé de l'Algérie et des essais nucléaires en Algérie. Je voudrais bien en savoir un peu plus, parce que je suis algérien. Deuxième question, on pose la question maintenant. C'est fini, Abder. Non, juste après, parce que pas de rapport. Voilà. Essais nucléaires. Ah oui, les essais. Oui, alors c'est pas moi qui suis spécialiste de cette question à l'Observatoire, c'est un dossier en soi, les essais, il faut travailler beaucoup pour avoir tous les éléments techniques, etc. Mais je vais parler des grandes lignes. Bah oui, il y a eu un grand nombre d'essais nucléaires français qui ont été réalisés par la France en Algérie. On a l'impression que la France avait quitté l'Algérie en 1962 après l'indépendance. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une négociation, entre guillemets, secrète avec le gouvernement algérien qui autorisait la France à poursuivre ces essais dans le désert du Sahara. Donc, et du coup, il y en a eu un certain nombre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une population qui, dans le Sahara, qui est déjà très marginalisée, qui en fait est en contact avec des matériaux irradiés et sans qu'il y ait sans qu'il y ait d'une part une cartographie des risques et des alertes à la population, parce qu'il y a un pauvre panneau qui traîne, mais en fait les déchets sont toujours là, les déchets liés à ces installations nucléaires, que la France en fait a laissé en partant, en quittant définitivement l'Algérie à la fin des essais. Et donc, en fait, ces déchets sont à l'air libre, les populations peuvent récupérer des métaux pour en faire quoi que ce soit, alors que c'est des métaux toxiques. Et aujourd'hui, il n'y a aucun panneau, aucune cartographie de ces déchets, des risques pour la population, aucun panneau pour les avertir et aucun sas d'indemnisation en fait pour les Algériens. Pourquoi ? Parce que en fait, la loi Morin, comme je dis, qui indemnise les victimes des essais nucléaires, en fait, elle s'applique davantage pour les Polynésiens, parce qu'ils font partie de la République française. Mais pour que ça puisse fonctionner pour l'Algérie, il faut une convention entre la France et l'Algérie. Et ni la France et ni l'Algérie ne veulent vraiment avancer sur ce sujet pour tout un tas de raisons. La première raison, c'est que la France ne souhaite pas remettre en cause cette idée que la bombe atomique peut être source, sa propre bombe peut être source de gens qui se font irradier et de dégâts écologiques majeurs. Que ça touche une population qui est discriminée en Algérie, et aussi du côté algérien, que le gouvernement algérien est complice aussi de ces essais et ne veut pas. Et puis il y a aussi peut-être d'autres raisons plus ou moins inavouables, comme le rapprochement récent avec l'Algérie, notamment dans le domaine du gaz. Les liens qui sont toujours importants entre Total et Sonatrach en Algérie. La France a fourni ces dernières années des patrouilleurs à l'Algérie, des patrouilleurs militaires qui peuvent potentiellement servir à surveiller les installations gazières. Il y a toujours un jeu trouble entre la France et l'Algérie, je ne vais pas le définir, mais qui ressurgit évidemment dans ce dossier-là et qui empêche toute avancée.
J'aurais voulu que vous nous disiez un petit peu plus de choses sur la relation entre l'État et les privés, notamment le plus gros d'entre eux, Dassault. Savoir exactement qui fait quoi, parce que j'ai l'impression que l'État fait le commercial pour ces entreprises privées qui ensuite engrangent les bénéfices des ventes. Et je voudrais ajouter deux petites informations complémentaires par rapport à ce dont vous avez parlé. Vous avez parlé du Rwanda et puis vous avez parlé du réacteur qu'on a fourni aux Israéliens. Au niveau du Rwanda, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut vendre aussi des armes qui ne sont pas du tout technologiques, puisqu'on a vendu des machettes. Il faut le savoir que les machettes qui ont été utilisées au Rwanda, elles venaient de Belgique et de France, pour une bonne partie. Et la deuxième, concernant le réacteur israélien, pendant qu'on vendait le réacteur aux Israéliens, on a vendu un réacteur aussi à l'Irak dans la même période. C'était sous Jacques Chirac à l'époque. Et le Mossad est venu le détruire à Marseille avant son départ. Donc il y avait effectivement ce jeu déjà où on vendait à l'un et à l'autre. Non, il est ils ont détruit à Marseille. Aux Irak a été oui, mais vous voulez que je dise quoi La question, c'est la relation entre l'État et Dassault. Voilà. Oui, la relation entre l'État et Dassault. C'est la même question que moi sur l'État et les commerciaux. De toute façon, ces industriels ne peuvent pas avoir de contrat sans l'aval de l'État, et même si c'est une entreprise privée comme Dassault, d'une certaine façon, ils s'indexent à la politique de l'État français, et ce qu'il faut quand même se revoir, c'est qu'on ne mesure pas en fait combien nous coûte cette industrie d'armement. On indique en fait que, d'une certaine façon, on a 16 milliards d'euros d'armement livrés, tout ça, 8 ou 10 milliards, on a des montants astronomiques, mais il n'y a pas vraiment de transparence sur combien nous coûte cette industrie d'armement, par exemple, et ces industriels. Par exemple, d'une part, pour fabriquer le matériel militaire, on est obligé d'apporter des composants qui sont venus d'ailleurs. C'est ce qui pose parfois les dissensions entre la France et l'Allemagne sur le sujet, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Est-ce qu'il faut vendre tel avion de chasse à l'Arabie Saoudite, tel blindé à l'Arabie Saoudite, ils ne sont pas toujours d'accord. Donc on est dépendant, nous-mêmes, c'est une industrie qui est mondialisée aujourd'hui, on est dépendant d'importations qui viennent d'ailleurs, donc la souveraineté, c'est quand même un grand mot qui est quand même un peu compliqué dans les faits. Donc ça, c'est pas compté, en fait, combien de composants on importe et à quel niveau. On estime que c'est à peu près un tiers du total de ce qui est exporté. Mais là encore, il n'y a pas de transparence. D'autre part, parfois ces contrats, d'autre part, pour vendre de l'armement, on déploie des attachés de défense dans les pays qui nous sont clients. Et ces attachés de défense, ils font tout un travail pour les industriels de l'armement, pas que, mais quand même, on met à disposition parfois des soldats français dans le pays d'accueil pour accompagner la fourniture de telle ou telle arme ou des missions de formation. Ces coûts-là ne sont pas nécessairement retranchés des résultats qu'on nous présente comme mirifiques. Donc il y a ça aussi. Et puis il y a, je ne sais plus trop, j'ai oublié d'exprimer une autre idée, mais je crois que j'ai oublié. Voilà, donc il y a des coûts qui ne sont pas du tout évalués, parce qu'il y a beaucoup de moyens de l'État qui sont mis dans la promotion de ces exportations d'armes. Et c'est en cela qu'on voit bien qu'il y a une interdépendance entre l'État et les industriels. D'autre part, on a les grands dirigeants de ces entreprises d'armement qui viennent, tous, comme les grandes entreprises françaises comme Total, EDF, de Polytechnique, Polytechnique est une école militaire en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc on a cette prééminence du militaire qui fait qu'à un moment donné, même des sociétés qui sont dans le domaine énergétique comme Elf faisaient du militaire, étaient impliquées dans des guerres. On a tous connu l'histoire de Elf, où à un moment
est au Congo, Brazzaville, ils veulent abaisser le coût du pétrole, le régime refuse, donc ils vont armer un groupe de rebelles en Angola pour justement créer une rébellion et armer l'opposition, etc. Enfin, non, depuis l'Angola, ils vont fournir des armes à l'opposition du Congo-Brazzaville pour justement qu'il y ait un changement de régime. Et il y a eu un changement de régime. Donc on voit bien cette interconnexion entre le secteur privé et public, qui a un nom, hein, le militaire au sens large, quoi, et cette proportion à la France de miser toujours sur le militaire pour perpétuer son influence dans le monde sans que ce soit vraiment interrogé. Madame ? Je voulais savoir, vous avez parlé à plusieurs reprises de l'Europe dans différentes circonstances, je suis un peu perdue. On a l'impression que dans les négoces des armes, c'est quand même les États qui sont souverains. Et au niveau international, par exemple au niveau de l'Europe, au niveau politique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des mouvements, des alliances, etc. Ouais. Et aussi en termes de citoyens, d'associations qui sont des observateurs d'armement, des choses comme ça, est-ce qu'il y a aussi de la coopération, des mouvements citoyens au niveau européen? C'est une très bonne question, mais c'est qu'il y a tellement de sujets abordés sur ce sujet-là et qu'il y a tellement peu de débats que du coup ça fait beaucoup de choses et beaucoup de notions, parfois un peu obligé de survoler. Et effectivement, il y a des changements au niveau européen. D'une part, depuis des années, il y a les industriels en matière de sécurité, de défense pouvaient être financés sur des fonds européens, mais sur des volets qui sont civils ou sécuritaires. Dans le projet de recherche Horizon 2020, financé par l'Union européenne. Depuis longtemps, les entreprises d'armement françaises pouvaient obtenir des fonds pour des technologies sécuritaires qui pouvaient servir éventuellement pour Frontex, notamment la police aux frontières, voilà, qui pourchasse un peu les migrants, mais d'autres, voilà. Mais depuis quelques années, il y a un très gros changement qu'on a largement documenté. D'ailleurs, vous avez une brochure qui en parle, une union militarisée. Depuis 2015, on cherche à installer un fonds européen de la défense qui s'est installé définitivement en 2019, qui a été voté définitivement en 2019, qui se monte à 7 milliards d'euros et qui, pour la première fois, l'Union européenne veut se militariser, l'Union européenne veut développer la coopération, une coopération beaucoup plus forte entre industriels de l'armement sur des programmes communs d'armement et a injecté, et les différents États de l'Union européenne ont injecté 7 milliards d'euros et c'est une politique pas intergouvernementale, mais c'est une politique communautaire. Ça veut dire que la défense qui était exclue du marché commun devient une compétence communautaire avec des choix communs en matière de production d'armement et d'exportation qui vont se décider parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas définir de règles ensemble à l'exportation, parce que la France veut continuer à vendre des armes aux pays autoritaires, ce qui n'est pas forcément le goût, enfin du Moyen-Orient, ce qui n'est pas forcément le goût de tous les pays en Europe, parce que la Suède, etc., ils sont un peu plus regardants, mais ça reste quand même très militaire, il ne faut pas se leurrer. Mais on est sur cette marche-là et il y a d'autres budgets qui se sont décidés. On a créé une facilité européenne pour la paix qui permet de financer l'exportation d'armes à des pays où il y a des missions militaires de l'Union européenne. Ça se monte à 6 milliards. Ça a été décidé il y a 2 ans, 3 ans maintenant, en 2021. On a des achats conjoints d'armement pour justement développer la coopération liée à l'achat d'armement auprès de différents pays de l'Union européenne, 500 millions d'euros. Bref, on va vers cette coopération beaucoup plus étroite entre industriels de l'armement et l'Europe veut de plus en plus devenir une puissance militaire à part entière. Voilà. Oui, monsieur, là-bas, une dernière question d'abord. Oui, vas-y. Si on se calme sur le point de vue français, il est bien connu que si on veut être à la pointe des armements, il faut de la recherche et du développement qui ne sont inamortissables avec les seules commandes françaises. Donc il faut vendre. Oui, c'est ça le choix qui est fait. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le choix de miser sur ça pour développer, parce que ça pourrait être financé par nos impôts, mais c'est le choix aussi politique
de maintenir des relations avec des régimes autoritaires, et donc c'est un outil bien utile pour justement développer ces coopérations et pour obtenir d'autres contrats économiques. On l'a vu avec le maréchal al-Sisi. Le maréchal al-Sisi, à un moment donné, il achète le Rafale à la France, mais il n'est pas intéressé par l'avion de chasse Rafale. Les Suédois, ils fabriquent un avion de chasse tout aussi performant. Pourquoi ils achètent le Rafale français? C'est qu'en fait, ils veulent obtenir le soutien politique de la France. Et parce que l'avion de chasse, c'est un ticket d'entrée pour obtenir des technologies de surveillance qui lui permettent de réaliser ses propres objectifs. Parce que l'objectif du dictateur égyptien, arrivé au pouvoir en 2013, c'est pas de combattre le terrorisme dans le Sinaï, comme c'est indiqué dans la presse. C'est de contrôler sa propre population, d'éviter d'être chassé du pouvoir par la rue au Caire, comme ça a été le cas avec Moubarak. Donc la France lui a fourni, quand elle a acheté le Rafale, lui a dit « Ok, bah, tu rentres dans le club des privilégiés, hein, à côté des Émirats, de l'Inde, donc on va te fournir d'autres petites technologies qui permettent de surveiller les communications téléphoniques de la population égyptienne dans le but d'anticiper la naissance d'une nouvelle rébellion. » Alors la France n'est pas le seul à avoir fourni ce type de technologie. Les Américains l'ont fait avant, les Israéliens aussi, et évidemment les Allemands à une période plus récente. Mais ça vous pose le tableau. Et on est passé de 60 millions d'euros d'armement livré à l'Égypte au début des années 2010 à plus d'1 milliard en 2013, 2014, 2015, etc., etc. Voilà. Oui, on a parlé beaucoup, quand on parle d'armement, on pense tout ce qui est pyrotechnique ou nucléaire, et on parle très peu de l'armement chimique. Alors je ne sais pas si vous l'adressez ou pas, et puis j'ai une deuxième question. Que pensez-vous de ce qu'on entend dire aujourd'hui qui est la militarisation de l'espace? Wow, mais une question. En plus, toujours très technique, mais sur les armes chimiques, il y a une convention qui interdit les armes chimiques de 1977, ce qui n'exclut pas que des pays peuvent continuer à utiliser l'arme chimique. Bon, on l'a vu en Syrie, voilà, on le voit aussi dans d'autres pays. Évidemment, hein, les conventions, c'est pas non plus le remède miracle, mais ça a quand même permis sur le mine antipersonnel, les bombes sous munitions, etc., d'aboutir quand même à des avancées. Donc, mais effectivement, il peut y avoir à des moments donnés des productions d'armes chimiques, des exportations d'armes chimiques. Et votre deuxième question, c'était sur militarisation de l'espace. La militarisation de l'espace. Sur la militarisation de l'espace, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, on parle assez peu du satellite, mais le satellite, on le voit toujours comme un outil pour l'observation spatiale, pour aider la planification des villes, mais c'est surtout pour aussi guider l'arme aérienne. On a le GPS, qu'on connaît bien, hein, évidemment, qu'on a un petit peu dans les applications de la vie courante, mais c'est aussi un super outil pour contrôler les populations, puisque les satellites sont préprogrammés et peuvent détecter des attroupements très précis dans telle ville et avertir l'armée. Et donc c'est des outils militaires. Avant tout. Et ça, il ne faut pas oublier, donc quand vous avez des gens qui travaillent sur des technologies satellitaires, comme sur les composants électroniques, méfiance, warning, et ne pas hésiter à questionner en fait le rôle de ces entreprises-là, ce qu'elles font, à qui elles vendent, etc. On trouve, voilà, parce que ces coopérations n'est pas neutre. Quand on vend un satellite à un pays, on est quand même sur un partenariat de défense très très évolué. On a vendu un satellite aux Émirats Arabes Unis peu avant la guerre au Yémen. C'est pas pour explorer Jupiter. Hein. C'est aussi parce qu'il y avait une guerre qui se préparait et qu'il fallait que les Américains ne voulaient pas vraiment fournir des technologies satellitaires aux Émirats Arabes Unis. Ils n'avaient pas trop confiance, surtout en position dominante sur le globe. Donc pas vraiment envie, mais la France, elle, une puissance moyenne, elle a tout intérêt en quelque sorte à se brader parce qu'elle se dit que c'est un moyen de gagner un peu plus d'influence dans les pays arabes. Et du coup, c'est comme ça que nous on se retrouve à préparer la guerre au Yémen. Hein. On l'a bien préparée cette guerre.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en terminer une pour te permettre de conclure. J'ai affiché là-haut votre journal, c'est ça? Et dans le numéro là-bas, il y a une question, guerre à Gaza, la France complice, point d'interrogation. Est-ce que tu saurais répondre à la question que tu as posée dans le journal? Bah oui, bien sûr, la France est complice à partir du moment où vous avez ce niveau d'exportation de biens à double usage à Israël qui est quand même considérable et le maintien de cette coopération. La France est complice de ce qui se passe effectivement à Gaza aujourd'hui. Mais après, la question, c'est plutôt effectivement face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait collectivement, ce que nous faisons collectivement. Et là, je vous laisse effectivement la réponse, parce que ça se décide un peu entre vous. Donc ce journal est en version papier. Voilà. Vous pouvez, désolé, j'ai pas envoyé, j'ai fait venir un certain nombre de docs ici pour ceux qui sont intéressés, mais j'ai oublié, parce que je suis en plein déménagement en ce moment, donc c'était un peu compliqué, et j'ai complètement oublié d'emmener avec moi la dernière numéro de notre revue qui parle précisément sur les relations France-Israël. Mais vous avez une brochure qui est un peu plus ancienne, mais qui vous donne quand même les bases de cette coopération France-Israël pour ceux qui seraient intéressés à approfondir le sujet, qui sont effectivement ici pour ceux. Et vous pouvez je peux prendre aussi des bons de commande si vous souhaitez recevoir le dernier numéro de notre revue, si vous le souhaitez. Alors à cette fin, là, sur le pupitre, voilà. Vous pouvez vous inscrire, mettre votre nom, adresse postale, voilà, et je ne sais plus combien on le fait avec les frais de port, mais bon, faut que je regarde ça sur le site, et je vous dis ça, quoi. Merci. Je vous recontacte, et voilà. Bien, alors je vous rappelle juste la conférence de la semaine prochaine, elle portera sur le droit des enfants et la situation dramatique des enfants en Palestine, ceux qui sont tués, un enfant par jour, toutes les 10 minutes, est tué à Gaza, c'est insupportable. Et on aura à l'écran M. Ayed Abouektesh, qui est le responsable national de défense des enfants international. C'est la semaine prochaine. Et puis l'actualité théâtrale continue. La semaine prochaine, nous recevrons Gérard Bodinier qui va nous parler de son dernier livre. Vendredi et samedi, nous recevrons la compagnie Asylum qui va nous enchanter avec un spectacle musical sur Miro. Si vous n'avez pas vu Ubu en Afrique, il repart en tournée. Il sera ici le 15 février, ici même, avant de partir en Normandie. Et puis au mois de mars, eh bien, nous fêterons la fête. Ce seront les femmes afghanes, palestiniennes et iraniennes qui seront sur le plateau. Je vous remercie. Le chapeau est là pour payer les frais de monsieur de train. Il coûte très cher parce qu'il voyage en première classe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et 150 € qui vont aller à l'association Observatoire de l'armement. Voilà, merci à vous. Et pour ce à la fin, il y a une petite intro là-bas.